Dans le prochain retour d'expérience, on va voir que l'allongement de la durée de vie des matériaux dans l'espace public et les espaces paysagers, elle ne se limite pas justement aux matériaux minéraux. Dans ces projets, la circularité, elle concerne aussi la matière organique, les sols ou encore l'eau. On en a déjà parlé ce matin. Et donc en s'inspirant de l'écosystème forestier, par exemple, les concepteurs peuvent recréer des dynamiques vivantes, résilientes et circulaires. Ça passe par des pratiques comme le broyage in situ, la mise en place de haies sèches, de compostage local ou encore l'infiltration des eaux pluviales. Et donc pour détailler tous ces leviers opérationnels et concrets qui permettent de réduire les déchets, de nourrir les sols et de restaurer les cycles naturels, tout en limitant les coûts financiers, je passe la parole à Vincent Grunewald. Merci à tous. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Vincent Grunewald, je suis architecte paysagiste à Mâcon. En 2022, je décide de déménager mon entreprise en Saône-et-Loire parce que, pour plusieurs raisons, mais j'avais une clientèle qui était plutôt une clientèle haut de gamme auparavant et une clientèle qui avait peu de conscience écologique et du coup je me retrouvais un peu dans une situation un peu en dissonance cognitive avec mes convictions personnelles et finalement ce déménagement en Saône-et-Loire m'a obligé par un changement de clientèle à finalement travailler une autre approche du métier de paysagiste et donc une autre approche aussi de l'acte ou de l'art de faire des jardins. C'est ce qu'on va voir du coup dans cette présentation. Donc en trois temps, je vais vous proposer de dézoomer. On va partir de la matière, comment aujourd'hui les aménagements publics peuvent être plus vertueux par le choix des matières que l'on prescrit, et s'intéresser aussi aux deux grands cycles du vivant qui sont le cycle de la matière organique et le cycle de l'eau. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Pour commencer sur le cycle de la matière, on a forcément une responsabilité en tant que concepteur sur les matériaux qu'on choisit pour dessiner un aménagement. Et forcément, ces matériaux-là vont un jour ou l'autre, quand l'aménagement sera rénové, devenir, dans le meilleur des cas, être valorisés, réemployés. On l'y souhaite et on est tous acteurs, je crois, de ce changement-là. Dans le pire des cas, ça deviendra des déchets. Donc, quand on se balade en forêt, on se rend compte finalement que toutes les matières qui sont extraites de cet écosystème sont des matières biodégradables et que la nature ne crée pas de déchets au sens propre du terme. Et donc ça a été un peu l'inspiration de départ de me dire, mais finalement, moi dans mes aménagements, qu'est-ce que je génère comme déchets et qu'est-ce que je peux faire à mon échelle pour faire en sorte que ces aménagements, qui sont de toute façon intemporels, qui ne sont pas intemporels, vont à un moment ou l'autre générer des déchets. En 2023, il y a un concours d'architecture de jardin qui est lancé avec une thématique qui me parle tout de suite, qui est si les parcs et jardins permettaient de mieux vivre la ville. Et donc pour moi, c'était vraiment l'occasion de passer de la théorie, donc imaginer une autre manière, une autre approche du jardin ou du paysage, à la pratique et de dire, voilà, là j'ai une rare occasion d'être pour une fois mon propre client et donc finalement d'essayer d'initier justement, d'éprouver ce changement et cette transformation des matériaux. Et donc ça donnait lieu à un jardin qu'on a appelé l'entre-deux-bruits parce qu'on proposait, donc c'est un jardin qui 200 mètres carrés qui n'existait que 4 jours sur un salon professionnel. Et le but de ce jardin, c'était de proposer justement aux habitants ou aux visiteurs du salon de venir se mettre à l'abri des bruits de la ville, ou les bruits du salon en l'occurrence, grâce à un mur acoustique et de réentendre les bruits de la nature grâce à un îlot de verdure qui faisait face et qui permettait justement d'accueillir la microfaune. Je vous propose de le détailler en quelques éléments principaux. Ce jardin, il a été imaginé principalement en réemploi de matériaux. L'idée, c'était de montrer que, oui, le réemploi de matériaux, il existe à l'échelle de la filière bâtiment, et je crois que vous en faites tous partie. À l'échelle du paysage, ça freine encore un petit peu, et on est encore beaucoup sur du consommable et sur des matériaux qui sont des fois assez standardisés et pas forcément réemployés. Le premier élément, c'était ce mur acoustique, donc un mur qu'on a réalisé en béton de chanvre. Pourquoi le béton de chanvre? Parce qu'on voulait simplement montrer que ce matériau, il peut être utilisé aussi en extérieur dans des conditions réelles. Donc on a présenté ce mur qui faisait 25 mètres de long, 3 mètres de haut, dans des gros modules de 2 mètres 60. Et vous le voyez sur la dernière photo, il a été d'ailleurs réinstallé en extérieur. À la différence près, c'est qu'on a réinstallé une couvertine pour protéger l'ossature bois qui fait le corps de ce mur courbe. Autre élément important, c'est l'œuf, la structure bois centrale du jardin. Elle avait différentes fonctions. La première, c'était principalement de faire une coque esthétique
pour un espace, on va dire, en libre développement et qui va être considéré pour la plupart des, on va dire, des yeux néophytes comme quelque chose de pas ordonné, pas organisé, pas propre, ces fameux adjectifs qu'il faut bannir du paysage, qui souvent traduit une aseptie finalement de l'aménagement. Donc cet élément-là, il a été fabriqué à partir de chutes de production d'un fabricant en bois qui s'appelle Moduland. Et on a travaillé justement avec lui pour dire bah, toutes les chutes de plus de 2 mètres, vous les mettez de côté. Et il en a refait du lamellé-collé qu'on a pu réutiliser pour faire la structure. La barrière en bois, c'était par exemple un gros foudre de vin, donc un très gros tonneau qui était scié. Donc les planches ont été sciées et réassemblées pour faire cette barrière. Les croûtes d'enrobé, alors on en revoit maintenant sur beaucoup d'exemples en aménagement urbain. C'est un des matériaux qui est extrêmement costaud et qu'on peut réemployer facilement, qui a plutôt une connotation contemporaine, qu'on a réutilisé donc sur champ et à plat. Et c'était une inspiration notamment de l'agence Wagon Landscaping qui a beaucoup initié ce réemploi de matière. Le banc qui lui a été réemployé, alors la structure métallique était neuve, mais par contre le bois provient de chutes de menuiserie, donc on avait cette essence de bois sur ce banc, et le dossier c'est de la chute de bâche de camion qui était recousue par une tapissière. Et sur la dernière photo, vous voyez cette bloc béton, et avec le partenaire, donc Cheval Paysage, qui était mon partenaire sur ce projet, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de matières qui étaient donc de ressources qui étaient disponibles finalement à l'échelle des agences de paysage, qui étaient souvent pas identifiées sur les stocks parce que c'est des retours de chantier, c'est des invendus, c'est des restes de commandes, et qui pourtant étaient sur place et donc juste devenus invisibles. Et donc l'objet c'était de faire une forme d'inventaire de ces matériaux-là pour essayer de voir ce qu'on pouvait réutiliser pour notre jardin. Dernier élément qui a pour le coup suscité le plus d'engouement de la part des visiteurs, c'est le pavé de réemploi. Donc c'est un pavé qu'on a usiné à partir de dalles gravillonnées. Vous les connaissez toutes ces dalles gravillonnées 40-40, 50-50, souvent mises au rebut parce qu'elles sont plus du tout au goût du jour. Nous on les a sciées, on en a fait des bandes et on les a repelusées sur champ pour que la face gravillonnée devienne plus que la face sciée et pour en faire un pavage. Donc vous voyez les différents, sur la photo suivante, la dalle initialement, et grâce au soutien d'Ecominero, je ne sais pas s'ils sont dans la salle aujourd'hui, on a pu justement développer, continuer l'étude de ce matériau-là, peaufiner l'étude de marché, faire des différents essais de découpe. Vous voyez le premier essai avec une découpe au jet d'eau qui n'était pas du tout concluante parce que trop longue et trop coûteuse. Le deuxième essai qui était avec une scie carrière et qui, pareil, on avait une grosse perte matière. Et récemment, grâce à Mineka, qui a un bureau d'études réemploi sur Lyon, on a pu rencontrer un industriel qui, lui, est susceptible de nous faire de la découpe à l'échelle industrielle et avec qui on a fait le dernier essai, le dernier chantier que vous voyez sur les photos ici. Donc les deux photos de droite sont le dernier chantier qui a été réalisé dans une cour d'école cet été, et les deux premières photos sont le précédent gisement qui a été posé au siège d'une entreprise. Mon propos, c'est de dire aujourd'hui le réemploi de matériaux à l'échelle des aménagements paysagers, c'est un peu, je dirais, une bulle d'oxygène dans un quotidien qui est quand même très normé, très administratif, de pouvoir finalement repenser le projet de la matière vers l'idée. Et je crois que ça fait du bien, et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous propose de dézoomer un tout petit peu, on va se porter plutôt à l'échelle d'un square, d'un jardin, et s'intéresser à la matière organique. La matière organique, c'est la décomposition de tous les végétaux qui participent, vous connaissez ce cycle, à nourrir le patrimoine vivant. Aujourd'hui, ce cycle de la matière organique, il est défaillant. Et il est défaillant pourquoi? Parce que on passe notre temps à ramasser la tonte, en tout cas ramasser la tonte et les feuilles, à ramasser tous les résidus ou les rémanents de taille. Et qu'est-ce qu'on en fait? On les externalise. Alors, dans le meilleur des cas, c'est dans des plateformes de compostage. On peut dire que c'est une fin heureuse, mais la plupart du temps, ça part au siège des entreprises. Et ça fait une matière qui est très loin d'être du compost. Et pourquoi c'est dommageable? Parce que finalement, on vient casser un cycle naturel qui est le cycle de la matière organique qui permet, je vous le rappelle, la matière fraîche, elle est décomposée, transformée en humus, qui est reminéralisé et qui vient renourrir les plantes pour faire en très grande ligne. Ce cycle de la matière organique, c'est finalement donner de l'autonomie aux plantes. Et aujourd'hui, en externalisant cette matière-là,
on vient priver les plantes de leur principe de base de nutrition. Ça demande à s'intéresser au sol. Pourquoi le sol il est important? Parce que si on veut un aménagement qui soit pérenne, il faut forcément interroger un moment le triptyque plante, sol, climat. Et donc si on ne s'intéresse pas au sol, à la nature de notre sol, forcément il va nous manquer un des éléments indispensables de cette composition finalement que font l'aménagement paysager. Alors le sol aujourd'hui, et on l'a vu je crois dans les précédentes tables rondes, c'est pas une ressource qui est renouvelable, hein. En gros il nous faut entre 100 et 1000 ans selon la nature du sol pour fabriquer 1 centimètre de sol. Donc vous pensez bien que cette terre qu'on a tendance un peu à externaliser et qui est disponible aujourd'hui parce que en gros on transforme des surfaces agricoles en zones pavillonnaires ou zones commerciales. Si on y a application un jour du ZAN, etc., forcément, on va avoir une raréfaction de cette ressource-là. Alors, le propos, c'est pas tant de faire du militantisme pour protéger nos sols ou anti ou contre ZAN, c'est plutôt de voir quelles sont les alternatives qu'on a pour avoir un sol qui soit portant. Donc la première chose, c'est peut-être de ne pas avoir recours systématiquement à l'apport de sol, mais plutôt de faire appel à des terres de culture. On l'a vu tout à l'heure dans les précédentes interventions. Mais aussi peut-être d'améliorer notre sol. Et pour améliorer notre sol, on a la possibilité donc de l'aggrader, ce terme qui veut dire en gros améliorer le sol dans sa nature, et éventuellement aussi d'adapter finalement la palette végétale. Parce que trop souvent, on choisit la palette végétale, on analyse plus ou moins le sol, et puis on adapte le sol. C'est peut-être comme plus simple quand on a un sol qui est pauvre, qui est très drainant, etc., d'adapter la palette végétale au sol qui est existant. Quand on veut faire de l'aggradation, on peut, par nos pratiques, des pratiques d'entretien, améliorer considérablement la matière organique et donc réintroduire ce cycle de la matière organique à l'échelle des aménagements paysagers. Le broyat sur la première photo, alors ça c'est aujourd'hui c'est quasiment monnaie courante, hein, les branches sont broyées, les résidus sont broyés, mais plutôt d'être réutilisés sur place, ils sont souvent externalisés et c'est là où le bas blesse. Les branches peuvent être également utilisées sur des haies sèches, donc ça crée des habitats pour la microfaune, et ça permet de gérer in situ une partie, en tout cas, des rémanents de taille. Je le dis au passage, les arbres n'ont pas besoin d'être taillés. On l'entend encore trop souvent, j'ai fait du bien à cet arbre, ou pour son bien, je l'ai taillé. Non, non, les arbres sont taillés pour anticiper la chute du bois mort, ou pour adapter son volume, finalement, à souvent un manque de place, c'est-à-dire une façade qui est trop proche, un bâtiment qui est un petit peu trop proche. Pour continuer, donc les tas de bois par exemple peuvent être rangés sur place, et pour ceux qui ont beaucoup de temps, la possibilité même de faire du land art, mais ça demande un petit peu de patience. Autre pratique, la taille des haies. Alors la taille des haies, on le voit souvent dans les contrats d'entretien, 1, 2, 3 tailles des fois par an. On se pose pas trop la question de pourquoi on doit tailler sa haie. Et très souvent, en fait, on taille la haie parce qu'on a juste choisi le mauvais végétal au départ. Vous voyez la haie de Thuya, hein, ce béton vert qui a généralisé l'ensemble des aménagements publics et privés en France. En réalité, c'est un arbre qui fait 20 mètres. Donc forcément, un arbre qui, dans son code génétique, veut pousser à 20 mètres et que nous, on veut arrêter à 2 mètres, eh ben, on est conditionné finalement à devoir le tailler régulièrement. Donc le bon choix du végétal au départ, ça reste quand même des fois le meilleur choix plutôt que pour ne pas générer finalement des rémanents derrière. Quand on a rémanent, on peut aussi les broyer directement sur place et finalement ça permet de réduire cette matière organique finalement et de la réintroduire au niveau des plantes et de réintroduire ce cycle de la matière organique au pied de la haie. Autre exemple, bon ça je pense que vous le connaissez tous, c'est la gestion différenciée sur la première photo, donc assez simple à mettre en œuvre, parce que déjà ça réduit quand même la charge d'entretien, ça permet justement de recréer des habitats. Deuxième photo, pourquoi j'ai mis celle-là, c'est un arbre qu'on appelle sénescent, donc qui est plutôt sur une fin de vie, ou en tout cas qui montre des signes de faiblesse. Souvent la première réaction c'est de dire il y a danger, on l'abat. Peut-être que là, en tout cas, ça s'y prêtait bien, mais c'était sur le parc Gerland à Lyon, la possibilité juste de sanctuariser l'espace, donc de limiter l'accès, et puis s'il est un jour l'arbre, une de ses branches doit tomber, finalement, elle ne causera pas de dommages.
Dernier point, c'est sur la plantation des arbres. Alors, toutes les collectivités adorent tenir le compteur de celui qui plantera le plus d'arbres, sans trop s'assurer d'ailleurs s'il y aura de la reprise derrière. Moi, je voulais focaliser vraiment sur la plantation en bosquet. Aujourd'hui, c'est un des grands absents des plantations. On a de l'alignement, on a de l'arbre isolé, mais on n'a plus du tout de plantation en bosquet. Et c'est bien dommage parce que finalement, l'accumulation de ces plantes, de l'ombrage prodigué par un petit houppier, parce que ça reste des jeunes arbres, peut permettre justement d'avoir de l'ombre à court terme. Quand on fait des plantations en bosquet, l'entretien il se fait plus qu'en périphérie, donc moins de risque d'abîmer les végétaux au niveau du collet, donc à la base, et ça permet aussi de créer des îlots où justement on peut venir réinfiltrer les eaux pluviales ou stocker la matière organique, les feuilles mortes, les branchages, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc le deuxième point, c'est si vous voulez réintroduire les cycles de la matière organique, ça permet déjà de rendre les plantes beaucoup plus autonomes dans leur fonctionnement, mais ça permet surtout de faire des économies d'entretien. Alors si c'est pas à court terme, ça le fera au moins sur le moyen ou long terme, et c'est pas négligeable. Dernier point qui est sur le cycle de l'eau. Alors le cycle de l'eau, il est très lié au cycle de la matière organique, parce que le meilleur moyen de stocker de l'eau à l'échelle d'une parcelle, ça reste d'améliorer la matière organique. Le taux de matière organique, enfin la matière organique du sol, c'est comme une éponge. Et aujourd'hui, vous avez certainement déjà vu cette illustration, les villes sont imaginées comme des villes entonnoirs, c'est-à-dire qu'on fait des gros bassins, on collecte et on essaie d'évacuer au plus vite. Alors que l'enjeu, c'est plutôt de transformer la ville entonnoir en ville éponge. Et cette phrase-là, elle n'est pas de moi, elle est de Samuel Bonvoisin qui a co-développé l'hydrologie régénérative, c'est-à-dire de savoir comment on va gérer l'eau douce à l'échelle de l'aménagement du territoire. Et pour ça, pareil, les solutions, elles existent. Elles sont souvent pas très coûteuses, mais elles sont clairement pas systématiques. La première solution, c'est le terre-pierre. Alors le terre-pierre, ça reste un mélange en gros de cailloux et de terre qui nous permet d'avoir de la portance quand on veut faire par exemple un parking, mais qui permet aussi d'avoir de la porosité dans notre sol et donc de permettre la croissance des plantes. Ça donne la possibilité d'avoir des usages qui sont des fois temporaires et ça permet aussi de ne pas avoir à imperméabiliser des surfaces. Les nous, alors ma photo est peut-être pas la meilleure choisie parce qu'ils ont fait l'affront de mettre une bâche au niveau de cette noue, mais en tout cas l'intérêt c'est de montrer qu'il n'y a pas de bordure. Et donc là les parkings sont pentés tout simplement pour pouvoir envoyer l'eau dans ces noues. Et les noues doivent être végétalisées parce qu'on voit très souvent des noues qui sont enherbées et tondues. Il faut imaginer qu'une noue qui va être tondue, le soleil va assécher la surface et donc l'infiltration elle est très peu probable. Donc il faut végétaliser ces noues et il faut au moins un minimum entretenir une végétation haute, si ce n'est pas de l'herbe sèche ou autre. La déconnexion des réseaux de gouttières, ça c'est la possibilité, je veux dire, assez simplement de pouvoir gérer localement les eaux des gouttières des bâtiments, d'infiltrer ça au sol, et c'est aussi le meilleur moyen de donner une eau souterraine à l'ensemble de la strate végétale, qui va vous le redonner très gentiment sous forme d'évapotranspiration, et donc participer à lutter contre les îlots de chaleur. Et on le dit jamais assez, mais un arbre qui ne boit pas, c'est un arbre qui ne transpire pas. Donc si vous n'avez pas à boire à vos végétaux, il y a peu de chances qu'ils vous le rendent bien. Le stockage de l'eau, qui peut être facilité quand on a des gros travaux de terrassement, et la continuité des fosses de plantation. Ça aussi, c'est plutôt que d'avoir un arbre, c'est plutôt d'avoir des fosses qui vont se relier. Ça permet d'augmenter le volume de prospection racinaire, et ça permet aussi d'augmenter la surface d'échange sol-atmosphère. Donc la gestion des eaux pluviales, c'est très lié, comme je dis, à la matière organique, et c'est en recyclant finalement, en rétablissant ce cycle de l'eau qu'on peut justement infiltrer in situ les plantes. Je termine très rapidement voilà, sur l'inspiration de l'écosystème forestier. Donc on a des exemples. Ici, vous voyez de nouveau un jardin de pluie qu'on appelle, qui a été imaginé par l'agence Wagon Landscaping. Je crois que c'est vraiment de la responsabilité, responsabilité du concepteur d'intégrer les cycles du vivant à l'échelle de l'aménagement, responsabilité des maîtrises d'ouvrage de comprendre que la temporalité du vivant, c'est pas la temporalité ni d'un mandat politique et encore moins d'un projet. Responsabilité des entreprises du paysage de questionner leurs pratiques
et aussi de les changer. Et je crois que clairement, on peut proposer une nouvelle approche de la manière de faire les jardins qui soit positive, qui soit heureuse, un peu plus sobre certes, mais surtout je crois que c'est qu'en partageant finalement avec pédagogie les bénéfices écosystémiques qu'on aura qu'apporte cette nouvelle approche du paysage, qu'on va engager les usagers vers une forme d'écologie de terrain et surtout un retour au bon sens. Voilà. Je vous remercie. Eh ben, merci à tous les deux. On a le temps de prendre peut-être 2 questions dans le public. Est-ce que vous avez besoin d'éclaircissements sur... Oui, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, quand vous posez votre question. Ça nous permet de savoir un petit peu à qui on a affaire. Merci. Responsable développement durable à Paris La Défense. Donc le conservatoire sur Dalle, ça me parle pas mal. J'avais donc une question assez pratico-pratique. Où avez-vous stocké les fameux pavés que vous avez réemployés ensuite? Et j'avais une autre question, c'est quel usage ça a en termes de bardage? Est-ce que c'était esthétique ou est-ce que ça avait d'autres fonctions? Merci pour ces questions. Le micro marche? Ouais. Donc, première question. En fait, on l'a juste à côté de l'emprise du parking. Il y avait une bande de plantée qui était en pleine terre. Donc, on a stocké là. Et tout l'enjeu, en fait, c'était de limiter le temps de stockage pour faire en sorte de libérer cet espace pour que l'entreprise puisse finir l'aménagement des abords. Ça a été un sujet tendu. Et on a tous mis beaucoup de bonne volonté pour que ça fonctionne. Sur c'était quoi la deuxième question? Ouais. Alors, ça, on l'aperçoit. Pour aller vite, je ne l'ai pas développé, mais c'est une excellente question. Elle est centrale. À partir du moment où on a décidé de faire l'économie, de déposer la façade et de la reposer, on a aussi basculé dans une logique de déco. Il n'empêche que donc on est sur un double mur qui vient en complément d'une façade entièrement constituée et dont le parement extérieur, c'est le bardage préexistant qu'on a protégé avec ce double mur. Il n'empêche que les interactions existent techniquement, protection au son, protection au soleil, etc., même à la pluie battante, mais dans l'approche du bureau de contrôle, c'est pas pris en compte. Et c'est ce qui notamment nous a permis de faire ces bordures de fenêtres extrêmement ciselées, qu'on n'aurait pas pu faire dans d'autres conditions. Et c'est ce qui nous a permis aussi d'intégrer les nichoirs à oiseaux, où on perce entièrement le parement, pour juste mettre nos... Et du coup, de cette situation un peu absurde, on a tiré quelques avantages. Bonjour, Louise Thiard, Extra Life. Je voulais juste une question toute bête, mais pour vous, le pavé a été scié en deux. Non, pour vous, le pavé autobloquant, il a été scié en deux, mais qu'est-ce que vous avez fait de l'autre moitié? En fait, vous avez assumé qu'il y aurait des pertes. Non, elle est chouette, votre question. En fait, non, on n'a pas... Au bout d'un moment, en fait, on a mené plein d'essais en parallèle avec notre maîtrise d'ouvrage. Donc, à Bonneuil, on a coupé. On a vu que ça pouvait marcher. On a fait un devis. Du coup, on a eu une somme qui nous permettait de diviser par 2 le poids de l'ouvrage. Mais dans le même temps, on s'est rendu compte que les fondations pouvaient soutenir l'ouvrage sans couper les pavés, que ça coûtait un peu cher, puis que c'était débile d'emmener tout le pavé à Bonneuil et de le ramener, même si ça résolvait les questions de stockage. Et donc ça nous permettait... D'ailleurs, au passage, sur les questions de stockage et d'approvisionnement, on a sorti ce lot de l'entreprise générale. On avait un allotissement spécifique parce qu'il y avait un aléa sur la mise à disposition des pavés, aussi bien le chantier d'à côté prenait 6 mois de retard et puis on avait les pavés après avoir fini notre chantier. Donc on les a sortis. Et du coup, le pavé que vous voyez là, c'est parce qu'on les a gardés à l'agence et okay. Voilà, c'est tout. Je vais l'écouter. Je vous propose qu'on prenne une toute dernière question, peut-être pour Vincent, du coup. Merci, bonjour. Sur les aménagements paysagers urbains, est-ce qu'aujourd'hui vous prévoyez d'implanter des espèces comestibles
que ce soit en arbre ou en arbuste. Alors, merci pour la question. Oui, aujourd'hui, alors il y a eu beaucoup, on va dire, de communication autour des forêts urbaines, forêts gourmandes, etc. C'est un terme un peu galvaudé parce qu'elles n'ont souvent rien à voir avec des forêts. Mais en tout cas, le retour de la plante nourricière, elle revient assez fréquemment sur les aménagements. Pour les plus basiques, c'est reprendre des fraisiers, des framboisiers, les aromatiques qui sont souvent utilisés pour le côté fleurs, mais rarement pour l'intérêt en tout cas aromatique. Donc oui, ça fait partie des plantes et c'est probablement aussi là où on mesure finalement la perte de connaissance qu'on a sur le végétal, parce que beaucoup de plantes qu'on continue d'utiliser aujourd'hui dans les aménagements paysagers avaient autrefois des fonctions médicinales ou culinaires ou aromatiques voilà, ou étaient des plantes comestibles. Donc ça fait partie des connaissances à réapprendre aujourd'hui. Eh ben, on peut vous applaudir. Merci à tous les deux.